Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h. Julien Kitty, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour à tous les amis auditeurs de Diaspora FM. Chroniqueur politique, merci de venir encore une fois sur ce numéro de votre émission Point 7. C'est un plaisir renouvelé. Le même duo que la semaine dernière. Casimir Pédion, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour chers auditeurs de Diaspora FM. Mais pourquoi vous êtes un peu indolent dans la voix, qu'est-ce qui se passe? On est quand même vendredi, hein? Bon, mon pays me désole de plus en plus. Oh là là, c'est quand même votre pays, hein, vous le connaissez. Enfin, certains dirigeants de mon pays me désolent de plus en plus. Alors, je décris exactement ce qui vient de se produire dans ce studio. Votre vis-à-vis a ouvert son sac, c'est pour ça que, eh bien, les auditeurs entendent les bruits de la fermeture et tout. Et c'est un livre qu'il sort. Je vous lis directement, bien sûr, le titre de ce livre, Au nom de la femme. Au nom de la femme, c'est une œuvre de Claudine Afiavi Prudencio, et c'est ce livre-là qui sort de son sac. Pourquoi vous le sortez? Je le sors parce que pendant que on va en parler, puisque ça a été votre choix, dans les échanges préalables autour des thèmes qui vous intéressent, ça a été votre choix. Vous montez les thèmes de la bouche aujourd'hui? Oui, bon, ça peut se faire une fois en passant. D'accord. Volontiers, je vous laisse. Allez-y. À voir ce livre, ce beau livre, ce beau et dense livre en face de moi pendant que j'en parle, ça peut faire une béquille du point de vue psychologique pour pourquoi pas retrouver le bon latin qu'il faut pour en parler, parce que des œuvres d'esprit de cette dimension, il faut en parler avec la hauteur nécessaire. Donc il faut pas manquer de commodité pour nourrir l'esprit en ce moment. Donc en le regardant, pour moi, c'est très intéressant. Et ça permet aussi de mettre un peu de lumière, un peu de soleil dans notre studio ici. Ce que j'ai envie de mettre en lumière aussi, c'est quand même le caractère volumineux du livre. Ce n'est pas Vidal, ce n'est pas le dictionnaire non plus, mais c'est quand même un ouvrage de près de 436 pages. Oui, c'est impressionnant. Ça peut se comprendre parce que le livre est publié en double version, française et anglaise. D'accord. En même temps, donc dans le même volume que vous avez ici. Et puis vous avez également, en dehors de cette biographie qui prend l'allure d'un essai, vous avez la compilation de presque tout l'arsenal juridique dont dispose le Bénin aujourd'hui en matière de protection et de promotion de la femme et de la fille en République du Bénin. Donc c'est un travail à la fois d'essai, de biographie, mais aussi de presque manuel pédagogique, parce que avoir un livre écrit par une icône de l'essor du leadership féminin, qui donne des clés à travers son parcours pour que les nouvelles générations puissent savoir sur quel sillon marcher et pour donc imposer le leadership féminin. Ensuite, s'informer en même temps dans le même document que vous avez en main sur la législation, renforcer, retoucher sur la protection des filles et de la femme en République du Bénin, c'est une bonne chose. Et puis après la version anglaise de tout ça, et qui permet à tous ceux qui sont dans les pays, en fait, d'effacer les frontières, les frontières linguistiques. Parce que cette thématique, cette guerre pour la liberté et l'émancipation de la femme, c'est international, c'est mondial, c'est sans frontières. Casimir Pédion, vous avez suivi également le scénario dans ce studio, ce que je viens de décrire. Votre avis sur le livre, très rapidement, que vous venez de voir, j'imagine, c'est la première fois que vous le découvrez. Physiquement, oui, mais c'est déjà sur les réseaux sociaux, c'est également dans les médias, notamment au niveau de la presse écrite. Une très bonne communication a d'ailleurs été engagée ces derniers temps au niveau des journaux pour donc faire la promotion. Moi, ce que je retiens, c'est la chute donc de mon prédécesseur. Effacer les barrières, les frontières linguistiques
Et en matière de lutte pour l'émergence, le bien-être de la femme, le bien-être de la femme. Et surtout l'enraciner chez nos voisins de l'Est où l'actualité par ces temps, c'est la libération de 2 des filles donc de Boko Haram. Vous savez, quand je parle donc de la liberté, surtout des femmes dans ce pays, vous savez ce qu'il en est. Donc véritablement, je crois que la maison d'édition va pouvoir donc aller au-delà donc de la zone francophone et aller dans ces pays pour sensibiliser donc les acteurs sur ce que doit être la liberté de la femme. Au même moment, j'invite les hommes parce que vous voyez, quand on commence par parler de la femme, surtout de la liberté de la femme, certains hommes commencent par avoir des frissons. J'invite donc les hommes à lire et à partager cela avec leurs femmes parce que, enfin, avec la femme autour d'elle parce que maman, sœur, femme, enfant, fille, tout ça gravite autour d'un homme et nous devons donc sensibiliser, nous devons acheter déjà cet ouvrage-là, consommer sans modération et enfin sensibiliser autour de nous pour que véritablement cette junte-là, cette catégorie donc d'humains ait les mêmes droits que nous, qu'elle ne soit plus bâillonnée, qu'elle ne soit donc plus lésée au sein de notre société. En tout cas, je n'ai pas encore lu le contenu, je le ferai dès que j'aurai les moyens pour prendre donc l'ouvrage parce que par ces temps, nous courons après l'huile d'arachide, nous courons après vous n'allez pas le dire. Les céréales. Vous n'allez pas le dire, sinon donc, celui que j'imagine va se fâcher. Je ne veux pas appeler son nom. Je puisse dire à Madame Afiavi que elle va attendre un tout petit peu, le temps donc d'équilibrer donc les finances au niveau donc du panier de la ménagère pour qu'on incorpore certainement donc l'achat de l'ouvrage dans le panier de la ménagère. Non, c'est juste pour un riz. Je crois que nous allons trouver le palliatif. Madame Afiavi va mettre ce livre, je suis sûr, à la disposition donc des hommes des médias à bon prix pour nous permettre de lire et de pouvoir donc dissimuler l'information au sein de la population. En tout cas, je crois que pour une première sortie, Madame Afiavi a frappé fort. C'est courageux déjà de s'inscrire donc dans l'univers littéraire. Il faut l'encourager. C'est déjà pas facile pour les femmes par ici d'écrire et lorsqu'une arrive à le faire, il faut l'encourager. Il faut faire sa promotion. Julien Kitty, je vous sais très sensible à tout ce qui rentre dans ce qui fait la communication de quelqu'un, d'une personnalité, d'une institution. Je vois une forte dominance de la couleur rouge, avec la présidente Claudine Afiavi-Prudencio, puisque c'est d'elle que nous parlons, elle est la présidente de l'Institut national de la femme. Eh bien, je la vois aussi en forte dominance couleur rose-rouge. Est-ce qu'on peut comprendre un peu ces choix sur le plan de la com? J'ajoute à ce que vous avez remarqué la dominance des couleurs roses, donc les couleurs vives. J'ajoute qu'il y a du bleu. Ouais. Pour écrire le nom de l'auteur, Claudine Afiavi-Prudencio, pour écrire au nom de la. Le bleu qui montre cette douceur, qui renvoie à cette grâce que nous offre, comme les sensations que vous remarquez, vous traversez lorsque vous vous mettez en face de l'océan Atlantique, ces vagues qui vous donnent envie, ce vent frais qui vous chatouille la peau. C'est ça l'expression de la femme. Ces vagues qui vous emportent, très bien. Qui vous suggèrent des rêves. Très bien. Au-delà des frontières, au-delà. C'est ça la mer et tout. C'est ça l'expression de la douceur de la femme. C'est ça l'expression de l'essence de la paix. De la femme. Et vous voyez tout le rôle que la femme joue pour la préservation de la paix, pour la cohésion, la stabilité des familles et donc du coup de la nation. Et quand vous collez ça à l'auteur, Claudine Afiavi-Prudencio, vous avez vu dans tout son parcours plusieurs décennies de présence active dans l'espace public et politique. Vous voulez dire permanente? Oui. Et dans les moments les plus cruciaux, les plus incertains de notre pays, vous l'avez vu dire, marteler qu'aucun sacrifice n'est de trop pour elle, pour préserver la paix. Elle était prête à laisser de
de côté ses intérêts politiciens pour pouvoir mettre la nation devant et la paix. Mais quand vous voyez les couleurs vives, vous savez, la femme dont on parle de leadership féminin. La femme leader, c'est cette femme qui, malgré sa douceur, en dépit de la présence de cette douceur-là, qui pardonne, qui amadoue, qui récupère, même quand c'est dur, c'est également un feu qui brûle en elle. C'est cette vivacité-là qui permet à la femme d'aller au-delà des convenances qui lui sont dressées. C'est-à-dire que des niveaux, des cloisons qui lui sont tracées, des escarcelles dans lesquelles on la met, on dit oui, la femme, vous êtes bien pour rester à tel niveau, vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Mais pour aller au-delà de ça, pour déboucher ces trous qui sont bouchés, par ces tunnels qui sont bouchés et par lesquels elle devrait passer pour pouvoir donc imposer son leadership, eh bien il faut dégager cette énergie-là, ce feu-là. Et vous avez constaté même, je ne trahis rien en disant que quand vous voyez Madame Claudine Afiavi-Prudencio dans ses prises de parole, dans les défis qu'elle se donne de relever, dans les combats qu'elle a menés en l'espace public et politique, que ce soit en tant que ministre, que ce soit en tant que chef de parti politique, que ce soit en tant que député à l'Assemblée nationale, que ce soit en tant que membre de parlement panafricain, de parlement de la francophonie, donc à l'international, que ce soit dans les affaires, vous l'avez toujours vu très engagé, avec un destin de roseau qui ploie et ne ronge jamais, donc toujours prête à foncer là où même les hommes ont peur de le faire. Et donc, ces couleurs ne sont pas choisies au hasard. Quand moi je les analyse, je suis sûr qu'une dame comme elle, lorsqu'elle veut prendre des initiatives, qu'elle veut faire ses choix, elle fait des choix qui lui ressemblent. Vous voyez cette photo d'elle qui est sur la couverture du livre. La photo, on l'a déjà vue dans les médias par le passé. Et cette photo a été prise et elle a été diffusée, je crois, en pleine campagne électorale. Et donc, où il fallait aller au front, combattre les adversaires. Mais bizarrement, elle n'apparaît pas en tenue de combat. Non, elle apparaît le plus sereinement du monde. Oui, dans son bomba, oui, mais parce que féminin qui la rend vraiment féminine. Parce que elle veut montrer, dégager l'image de cette femme qui est responsable, de cette femme qui est béninoise, qui est reste africaine, femme. Qui reste femme. Vous voyez, elle a souvent pris l'habitude de dire, moi, on voit en moi la femme leader qui est au devant de la scène, qui mène avec succès, avec ses succès, ses hauts et ses bas, le combat politique depuis très longtemps. Mais dans son foyer, c'est elle qui s'occupe de son mari, qui s'occupe de ses enfants. Et elle n'hésite pas à dire, c'est moi qui prépare la nourriture que mon mari, mes enfants mangent. Et ça paraît banal, mais c'est de petites choses parfois qui manquent à la femme. C'est aussi une façon de s'affirmer. De s'affirmer. C'est pour dire dans le foyer. C'est pour dire que la femme. Et quand vous lisez ce livre, moi j'ai eu la chance de le parcourir dès que c'est sorti. Vous constatez qu'elle elle martèle sa conception de la lutte pour l'émancipation de la femme, c'est que ça ne doit pas se faire sans l'homme. Et ça ne doit jamais se faire contre l'homme. Et elle invite tous les hommes à ce qu'elle appelle la masculinité positive. Donc pour elle, la femme qui veut être une digne femme leader doit être une femme qui tend vers l'exemplarité, doit être une femme responsable, qui assume ses responsabilités, qui les assure et les assume vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de ses enfants. Et c'est ce qui est fait. Moi, je me rappelle très bien, elle a eu à faire dans ses fonctions de présidente du parti Union démocratique pour mener nouveau, à organiser un symposium sur le bien-être social et familial de la femme militante. C'est-à-dire que vous voyez des femmes qui viennent dans un parti politique, le leader politique est content de les avoir pour applaudir, pour faire les meetings, pour aller faire de la mobilisation. Mais combien de leaders de partis politiques se demandent si la femme qui est venue là a pu donner l'argent à ses enfants pour aller à l'école le matin, a pu préparer à manger à ses enfants, a pu s'occuper de son mari comme cela se doit. Parce que si un parti politique ne s'occupe pas de ça, qu'est-ce qui va arriver? La femme va tout le temps forcer, dribbler son mari ou s'opposer, faire insurrection dans son foyer pour être présent là-bas. Du coup, le mari, lui, considère la participation de la femme à la vie active, à la vie politique, comme étant un acte d'insubordination dans son foyer. Et ce qui ne permet ni l'évolution de la femme, ni la stabilité de son foyer, et ni la pérennisation des acquis de ce parti politique également. Et donc,
moi, je trouve que les couleurs sont bien choisies. Et quand je regarde cette photo, vous voyez quand même la présidente en train de scruter l'horizon. Très rapidement, hein, parce que en train de scruter. Il y a votre vis-à-vis qui s'impatiente. Et il aura la parole, en train de scruter l'horizon. Et quand j'ai parcouru ce livre, j'ai vu qu'elle s'est beaucoup préoccupée des nouvelles générations. Elle a donné des clés tout en se racontant, hein, tout en disant ses hauts et ses bas, les hauts et ses bas de son parcours. Elle a interpellé, conscientisé et motivé les nouvelles générations de filles et de femmes pour que les sillons tracés puissent les emprunter avec leur spécificité, leur génie personnel. Et puis, je pense que c'est un livre... moi, j'ai souvent dit dans certains cercles, c'est un plat littéraire qu'il faut consommer sans modération et dont il faut tenir l'exemplaire comme sa seconde Bible. Casimir Pédion? Tout a été bien dit. Je voudrais juste ajouter... Vous aurez quand même votre touche? Ben oui, je voudrais juste, étant un petit apprenti sorcier littéraire... Sorcier, hein? Oui, littéraire. Je ne manquerai pas d'ajouter à tout ce qui a été dit qu'il faut remarquer aussi chez l'auteur la qualité de l'image. Ouais. Vous allez, dès que vous aurez la chance donc d'avoir ce livre, vous allez voir qu'il ne s'agit pas d'une image prise au hasard. Tout a été travaillé. Vous allez voir d'abord une femme africaine, habillée en bomba, je suis sûr, même si la photo a été coupée au bus, on remarque que c'est une femme africaine, bien habillée, avec donc son foulard sur la tête, et aussi une femme intellectuelle avec les verres aux yeux, avec un petit sourire. Et elle démarre ce livre avec son côté religieux, l'homme de Dieu. Elle l'a fait savoir. Et tout ceci montre véritablement que les 436 pages qui sont devant vous, en version française et anglaise, si vous savez lire le français et l'anglais, vous n'aurez pas vu le temps passer lors donc de la découverte. Vous avez du plaisir. Certainement, nous reviendrons sur le contenu donc de cet ouvrage parce que ça vient de sortir. On n'a pas encore pris, je le dis, le temps de feuilleter les pages pour comprendre un peu, enfin, pour aller dans le fond de cette sortie-là. Mais c'est quand même une dame qui a beaucoup aujourd'hui à donner. Et moi, je passe par ce canal pour inviter nos hommes politiques à faire de même. Nos hommes politiques doivent nous laisser des traces dans les livres. J'invite ces hommes politiques qui ont eux à faire, qui ont géré les informations, qui ont géré le secret même de la politique béninoise, à laisser des traces avant leur mort. Cela permettra à la génération à venir, à la jeunesse, à aller vers donc la connaissance de leur pays, à aller vers la connaissance de la politique de leur pays. Aujourd'hui, le 2.0, le 3.0, le je ne sais quoi, la nouvelle génération sur l'internet aujourd'hui fait oublier le devoir de la lecture. C'est vrai, on l'a dit et je le confirme ici, pour cacher un secret à l'Africain, il suffit juste de le mettre dans les livres. Mais j'invite la jeunesse à lire et à comprendre véritablement ce qui s'est passé, ce que donc la présidente de l'UDBN, l'honorable Prudencio, a bien voulu donc nous faire savoir. Donc c'est ce que j'ai à ajouter à tout ce qui a été dit, et rendez-vous très prochainement certainement ici dans vos studios pour décortiquer donc le contenu de cet ouvrage, parce que c'est un ouvrage scientifique, c'est un travail scientifique, c'est un livre, ça ne peut pas manquer de critique littéraire. Nous allons lire et nous y apporterons certainement donc les touches scientifiques qu'il faut. Merci à vous, Casimir Pédion. Merci également à
Julien Kitty, nous allons vous me permettez d'ajouter un petit truc. Je vais vous dire qu'avec la version anglaise qui s'y ajoute également jusqu'à la fin, c'est plutôt 457 pages que nous avons ici au complet, 457 pages. Et j'ajoute également que l'auteur a voulu y ajouter cette version anglaise en même temps, parce que c'est aussi la présidente de l'Institut national de la femme qui est en train de parler et qui parle également aux partenaires du Bénin, aux partenaires de l'Institut, aux partenaires de tout le leadership féminin qu'elle incarne pour que cette barrière, il n'y ait pas de problème de barrière linguistique qui empêche des partenaires anglophones de dire mais voilà, le Bénin est en train d'inaugurer quelque chose, vous savez, avec et d'ailleurs elle a salué dans le livre la volonté politique du président Patrice Talon qui est inédite. Il y a eu des tentatives, des initiatives par le passé, mais mettre la femme au cœur de l'action de développement à ce degré-là, avec cette détermination et à ce rythme, c'est pour la première fois que nous voyons ça. Et vous voyez comment la législation a été revue rapidement et avec des dispositions qui dressent les cheveux sur la tête, mais très vite, pour des légalistes comme moi, on se dit la loi, vous avez beau la trouver dure, mais reste la loi. Une fois que c'est adopté, tant que c'est pas modifié, c'est à ça que vous conformez. Et puis voilà. Et donc que tous ceux qui ont peur quand la présidente sort et surtout quand elle évoque la chambre de la criette qui est compétente pour connaître des cas de personnes convaincues de faits répréhensibles en matière de violence basée sur le sexe. Les gens ont peur, non, mais je ne vous arrête pas. Vous savez ce que quelqu'un m'a posé comme question à la sortie de ce livre. C'est une anecdote. Il me demande, est-ce que c'est le manuel de procédure pour saisir la justice quand votre homme vous bat ou vous violente? Votre homme vous bat ou bien votre femme vous bat? En tout cas, votre homme vous bat, la personne parle aux femmes. Ah, d'accord. Si c'est les manuels qu'il leur faut pour savoir ce qu'il faut faire en fait non, en cas de violence je pense que la présidente l'a dit suffisamment. Elle a dit l'Institut national de la femme est là pour que les femmes qui se sentent violentées physiquement, psychologiquement, socialement, économiquement et tout puissent se plaindre, s'adresser à lui. Donc je parle de l'Institut. Et là, tout le dispositif est là pour l'écouter, pour l'orienter. Et si cela nécessite un procès, et là je dis si cela nécessite, parce que beaucoup pensent que l'Institut national de la femme est là pour traquer les hommes, les envoyer au tribunal et tout. Non, c'est quand ça c'est nécessaire et quand parfois c'est la femme qui a tort. Les gens n'ont pas idée de ce que la présidente de l'Institut, la secrétaire exécutive, et qui sont des femmes bien aguerries en la matière, pour sensibiliser les femmes également. La présidente a souvent dit à qui veut l'entendre, la femme doit être correcte d'abord, la femme doit être avec un soutien pour son mari, respecter son mari, avant de pouvoir dire que, bon voilà, on a exagéré dans le traitement qui lui est assuré. Merci Julien Kitty, je crois qu'on en a dit quand même quelques mots, on va y revenir. On aura d'autres occasions, comme il a dit, on va rentrer dans le livre, thème par thème abordé, pourquoi pas, et coller cela à l'actualité. Merci à vous pour vous, Peggy Ludovic Tabar, pour cette... C'est moi. Cette première dédicace que vous faites. Merci beaucoup, c'est moi. Il fallait le faire, il fallait quand même. Allez, nous allons passer à un autre sujet de l'actualité. Vous l'avez suivi, Casimir Peyjan, le président Patrice Talon, qui, je crois déjà lundi, s'adressait à son homologue français, Macron, en certains thèmes que des gens ont trouvé assez osé, puisque c'est quand même, comment dirais-je, le colonisé qui s'adresse au colonisateur entre griffes, pour le ramener un peu, si jamais le score qu'il a eu, qui est de 61 députés aux dernières législatives, en tout cas celle de dimanche dernier, si vraiment il était remonté contre ce score-là, de savoir vraiment que bon, c'est des choses qui arrivent en politique et tout. Est-ce que vous avez été sensible à cette façon-là que le chef de l'État béninois a, donc, d'adresser ce message au président français? Moi, personnellement, pas. Mais en tant que Béninois,
Et je comprends l'émotion de mes pères d'avoir cette réaction. Vous parliez tantôt de coloniser, de colonisateurs. Vous parlez certainement donc de cette dominance, de cette image que nous avons donc de la métropole où on n'arrive pas à oser, on n'arrive pas à lever son petit doigt pour regarder donc le colon et lui dire c'est un homme de vérité. Mais je l'ai dit à l'entame, moi pas parce que je connais, pour le peu que je connais donc de l'homme, je veux parler de Patrice Talon, pour le peu que je connais donc de sa prestance, de sa manière donc de parler, il ne s'est jamais montré aussi inférieur donc vis-à-vis de ses pairs. Il s'est toujours montré donc président élu donc d'un peuple, comme son vis-à-vis également été élu par un peuple. Il n'a jamais donc mis un esprit donc que c'est le colonisé. Voilà. Et en plus, vous savez de qui nous parlons. Si nous parlons d'un opérateur économique, nous parlons d'un maillon du coton, nous parlons de quelqu'un qui sait compter donc le milliard, même si c'est en devise locale. Nous parlons donc de quelqu'un qui a regardé donc le colon, ce même président en face, et qui lui a demandé donc de lui restituer ces objets volés. Donc, vous parlez de ce monsieur qui a connu donc le chemin de l'exil, qui a donc traversé des moments difficiles de sa vie. Et donc, pour parler, c'est vrai, il a parlé d'égal à égal. C'est vrai aussi qu'il a mis de la diplomatie dans ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit, c'est une pure vérité que certainement d'autres dirigeants africains n'auraient pas le courage donc de le dire. Vous suivez mon regard. C'est très rare par ici de voir donc des dirigeants africains, fut-il donc leader économique de la zone, ils n'arrivent donc pas à regarder ces présidents français en face et commenter l'actualité, surtout quand il s'agit des élections. On a souvent vu ici, c'est des félicitations, hein, on a vu par ici quand le président français... Vous voulez dire des félicitations béates? Merci. Et on court pour le faire parce que le dernier à le faire, c'est supposé donc que c'est lui qui... Il recevra des coups? Bon, pas des coups, mais la note directrice donc de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest va passer par là. C'est une façon donc de caricaturer la chose. Sinon que c'est osé, c'est vrai, c'est véritablement un leader qui a parlé, un leader politique qui a donc géré la politique dans son pays ces 5 dernières années, qui a dirigé l'opposition ces 10 dernières années, pour ne pas citer donc ces périodes lugubres où l'homme était donc au cachot, et qui a donc dirigé ce que c'est que la classe politique, et qui aujourd'hui est au pouvoir, qui tente donc d'écrire. Mais au-delà de tout ce que le chef de l'État a dit, il y a quand même des choses qu'on peut reprocher. Très souvent, si on nous défend de comparer l'économie béninoise à l'économie française, j'ai envie aussi de ne pas comparer la politique française, le niveau donc de la démocratie française, au niveau donc de la politique béninoise. J'ai bien envie de ne pas comparer un certain Emmanuel Macron à Patrice Talon. J'ai bien envie de ne pas comparer Marine Le Pen. C'est son jeune frère. Macron est le jeune frère de Talon. Bien sûr, en âge et aussi certainement en expérience politique, mais n'empêche que la France reste la France. Évidemment, c'est la France. La France reste la France. Et Macron, c'est une institution. C'est vrai, Patrice Talon aussi, c'est une institution. Tout à fait. Et Marine Le Pen, j'ai bien envie de ne pas le comparer à la classe politique, à l'opposition béninoise. Et donc, ce qui s'est passé à Paris, c'est un peu comme cet adage chez moi qui dit, même si la queue du mouton est sale, c'est quand même pas à l'autre de venir le dire. Et nous avons vu ce que c'est que la politique de l'autre côté de la Méditerranée, et nous avons vu par ici ce que c'est que la politique. Nous avons vu ce que c'est que les institutions en France. C'est de ça que je parle. Nous avons vu comment est-ce que la classe politique a été maîtrisée sous nos cieux. Nous avons vu comment nos députés ne peuvent pas agir comme l'ont fait donc les Français. Nous savons bien
ce qui est sous-jacent. Nous savons ce que cache donc ce silence de nos hommes politiques qui travaillent sous donc la gouvernance rupturienne. Nous savons tout ce que cela représente. Donc, nous n'allons pas comparer la France au Bénin. Ce que Macron vit, ce n'est pas du tout ce que Patrice Talon a vécu. Comme l'a dit donc deux protagonistes ou deux chefs d'État africains déjà morts. Mais là-bas, c'est des moutons qui sont dirigés par le roi lion. Et ici, c'est peut-être le roi lion qui dirige. Donc, c'est pas pareil, hein. C'est pas du tout pareil. Ce que Macron est en train de vivre, nous ne le souhaitons pas pour le chef de l'État béninois, encore moins africain. Et c'est de la pure politique. C'est des institutions qui ont droit de citer. C'est une justice qui travaille de façon délibérée, même si c'est des hommes qui dirigent donc ces institutions. Donc véritablement, on ne peut pas donc au détour donc d'une élection prendre sa plume parce qu'on est chef d'État béninois, prendre sa plume donc et écrire au roi français, au président français, j'allais dire, et lui dit, bon ben écoute fiston, nous avons réussi ce que vous peinez donc à véritablement maîtriser chez vous. Nous savons comment les députés, les 83 députés ont été maîtrisés ici au Bénin. Ce n'est pas pareil. Nous savons les élections, comment ça se passe en Afrique, au Bénin. Et donc véritablement, je voudrais porter donc cette nuance-là quant à, je reconnais le courage qu'a l'homme à s'adresser ainsi à son vis-à-vis. Mais au-delà de tout cela, je voudrais aussi nuancer pour dire, attention, on se calme, on n'a pas le niveau de démocratie française, on n'a pas à se comparer, donc... non, mais qui parle de comparaison? Patrice Talon n'a jamais parlé de comparaison. Non, nous sommes ici... Il a juste compati et donné des conseils. Non, il a fait en termes de comparaison, en termes de souveraineté, en termes d'égal à égal. Donc, écoutez, nous sommes tous des États souverains. Oui. Et l'un peut s'adresser à l'autre en termes courtois. Bah, ça ne s'est jamais passé par ici, c'est ce que je disais tantôt. On peut quand même inaugurer. Ben, ça a commencé certainement par le Bénin. C'est un peu comme aussi, hein, si vous voulez, le ministre de l'économie et des finances, Ouada, s'est adressé directement au Fonds monétaire international et aussi à Emmanuel Macron pour lui dire, je veux désormais les DTS, les droits de tirage spéciaux lorsque donc le cas Covid s'est posé. C'est pour dire, il faut avoir un certain cran, il faut avoir un certain niveau donc intellectuel. Il faut avoir, comme le dit dans le langage, il faut avoir un certain brouillard pour pouvoir donc s'adresser à la France en ces termes. C'est ce que je veux dire. Donc, lorsque vous le faites, c'est que vous vous comparez à votre vis-à-vis. Vous ne vous montrez pas inférieur à lui, vous vous montrez d'égal à égal et que vous pouvez le lui dire. Mais je dis au-delà de tout cela, nous devons encore savoir raison garder parce que la France reste et demeure la France et leur niveau de démocratie, on n'a pas à comparer donc à ce qui se passe par ici. Merci à vous, Casimir Kédior, pour vos avis. Julien Kitty, vous avez donné l'impression d'être totalement absent de ce studio. Non, je suivais avec beaucoup d'attention et un peu trop concentré à le suivre, Casimir Kédior, parce que je cherchais à savoir qu'est-ce qu'il reprochait au président Patrice Talon, pourquoi il voulait que, comme lui, le président Patrice Talon fasse le choix délibéré de se montrer inférieur à Emmanuel Macron. Moi, je ne parle même pas du jeune âge d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est de votre génération, de ma génération. Bon, ça, si on va sur ce terrain, on va simplement faire comme quelqu'un le lui a fait, en lui montrant que, bon, voilà, il est presque son enfant. Cela n'est pas... Emmanuel Macron, il symbolise la France, il représente la nation française. À partir de ce moment, il faut le respecter pour cela. Mais au-delà de tout, autant le Bénin, la République du Bénin est appelée nation, autant la France est appelée nation. Et la France, elle est grande pour elle. Elle est grande pour son espace, pour ses intérêts. Le Bénin est grand avec sa superficie, avec ses hommes, riche de ses hommes également. Et le développement, en principe, si le monde était juste, le développement du Bénin ne devrait pas dépendre de la volonté de la France. Et donc, si... Et ça, il faut le dire. Oui, si nous il faut devons, le marteler. Parce qu'un de le développement, même personnel,
est pensé par soi-même et pour soi-même. Et donc, j'ai envie de vous poser la question tout de suite. Mais pourquoi le Bénin, pourquoi les Africains continuent de lier leur destin et laisser ce destin-là dans leurs mains? Oui, parce que... Il est temps qu'on se prenne en charge. Il continue... l'erreur, c'est de penser qu'on veut être réaliste. Je crois que c'est ce que... Il faut l'être plutôt. Non, là... Il faut être réaliste. Être réaliste, tel que beaucoup d'Africains le pensent, c'est de dire, bon, ça reconnaissait que depuis des siècles, nous avons été ligotés. Pas liés. Nous avons été ligotés et nous-mêmes, et notre esprit a été ligoté, nous-mêmes, dans notre éducation, a été... Attendez. Notre esprit n'a pas été ligoté. Je vous en prie. Il est libre. Non, pas du tout. Je suis pas d'accord avec vous. Attendez, Monsieur Kitty, je suis pas d'accord avec vous. Bon, vous martelez, vous répétez comme une incantation que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi c'est pas une incantation. J'ai l'assurance que... Vous comprenez ce que je dis? Moi, j'ai l'assurance que vous ne me comprenez pas, alors que nous sommes totalement en phase. Bon, d'accord. Parce que au départ... Ramenez-vous à vous. Ramenez-moi à vous, alors. Ce qui vous gênait, c'est votre postulat de départ, c'est que les Africains, il se trouve des Africains encore pour vivre ce complexe d'infériorité par rapport à l'Occident. Sur ce plan, je suis à 1000% d'accord avec vous. Et je suis en train de définir, d'aller dans le même sens en disant, ceux qui commettent l'erreur de vivre ce complexe-là, pensent qu'ils veulent être réalistes en disant, la France nous domine, continue de nous dominer, donc ne nous faisons pas d'illusions, ne pensons pas que nous sommes libres pour parler. D'accord. Ça, c'est une manière pour eux de penser être réalistes. Mais l'autre versant de ce souci d'être réaliste, c'est de dire, c'est seulement si je pense que le processus de développement de l'homme noir, du Béninois, est lié à la France, que je peux avoir l'inquiétude que si je dis quelque chose maintenant, quoique vrai, mon demi-dieu, qui est le français, va me taper dessus. Si nous pensons notre indépendance financière, notre indépendance économique, prenons les choses au niveau complètement microscopique. Quand vous vous mangez du pain à base de blé, et on vous dit, il y a des Béninois qui mangeaient le pain sans savoir que le blé venait de l'Ukraine. Non, il n'y a eu cette crise-là ça venait de si loin. Ça veut dire qu'on ne leur a jamais donné l'occasion de savoir que leur indépendance viendrait de leur décision dans leur tête d'accepter qu'on leur fasse du pain à base de manioc, qu'on leur fasse du pain à base de maïs, comme les Burkinabés sont en train de le faire. Ça fait que quand il va se retrouver à table avec un blanc, un Français ou un Européen, quand l'Européen va lui dire, bon, tout compte fait, c'est grâce à moi tu manges du pain, il va dire non. Le bonheur, chacun a son sens du bonheur. Quand je mange ça à base de manioc, je me sens aussi bien que tu le manges à base de blé préparé chez toi. Donc, à partir de ce moment, politiquement, et le président Patrice Talon a dit dans ses propos, il dit qu'il faut que la France se repense politiquement, se reprenne politiquement. Et il faut que le président Macron le comprenne. Est-ce que vous ne pensez pas que le chef de l'État est dans la suite logique de ses propos? Patrice Talon fait partie, avant même de prendre le pouvoir, et quand il a pris le pouvoir jusqu'aujourd'hui, je pense que c'est l'homme politique, depuis que j'analyse la vie politique, qui a toujours dit tout ce qu'il fait finalement, même si ça ne plaît pas. C'est que nous n'avons pas l'habitude d'écouter suffisamment et de garder, d'archiver la parole politique. Voilà quelqu'un, depuis son arrivée, d'abord il a manqué d'être à certains rendez-vous avec ses pairs africains, au point de choquer certaines personnes, parce qu'il estimait que, avant d'aller à un sommet, le sujet qu'on veut aborder, la posture que la CEDEAO, l'Union africaine, tout ça veut l'adopter, doit rendre fier l'homme, le chef d'État africain, vis-à-vis de l'Occident. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question est-ce que vous avez analysé la posture du président béninois toutes les fois que dans une décision que les chefs d'État africains doivent prendre et qui doit engager le destin d'un pays africain, dès que le président français regarde les gens, les Africains, avec condescendance, dès qu'il a l'impression que quelqu'un, quelque part, au niveau du colon, veut dicter le comportement que les gens doivent avoir, ça ne veut pas dire qu'il a de mauvaises relations avec la France, non. Mais vous constatez que le président Patrice Talon a une posture qui tranche avec celle des autres. Voilà quelqu'un qui n'aime pas qu'on le traite de béni oui. Je pense qu'il aime qu'on lui dise, voilà, d'égal à égal ce qu'il faut. Sinon, il n'aurait jamais été, vous l'avez souligné, monsieur Pédio, vous l'avez souligné, c'est lui qui a osé, dans l'histoire de notre pays, dire au président Macron, il faut que les trésors royaux du Bénin soient restitués. Et quand il prenait le lot qui a été remis, il a dit en même temps, moi je rêve de récupérer le reste. D'accord ? Il a dit exactement ceci. Je ne vous dirai pas merci quand je sais que
la tablette du roi Guézo est encore avec vous, est encore quelque part. Il est conscient de ce que... Ça m'a impressionné. D'être le premier des Béninois, il est conscient de ce que il a la chance naturelle d'être quand même un fils de Guédébé. Lorsque la chance que vous avez, la prédisposition que vous avez, l'atout que vous avez ne dépend pas de votre vis-à-vis, et qui ne peut même pas vous l'arracher, utilisez-le, quitte à ce que vous finissiez et que ça vous coûte la vie. Donc moi, je pense que ce qu'il a dit... Quand il a dit ça, non, quelle est la perception ou le reçu au niveau des chancelleries, au niveau des autres pays, au niveau mais même attendez, de France, quand un ambassadeur français, américain ou allemand, je ne sais quoi, quand ils veulent porter un jugement de valeur sur la gouvernance politique et économique dans nos pays, ils demandent même l'avis du chef de l'État. C'est rare sont les chefs d'État africains qui interpellent même ces ambassadeurs pour leur demander des explications ou même demander à ce qu'ils soient expulsés, qu'ils soient rappelés. Ou que au Bénin, il y en a eu. Il y a eu des ambassadeurs qui ont dit des choses, tout n'était pas faux, mais qui l'ont dit sur des tons qui montrent que bon, nous sommes des bébés politiques à qui on veut tout apprendre, mais ils se sont fait interpeller, non même pas par le chef de l'État, mais par le ministre des Affaires étrangères. Ils se sont même fait expulser. Et donc ça veut dire que ce que je peux retenir, je peux accepter dans les propos de Kazimi, c'est peut-être lorsqu'il dit il ne faut pas, pour le simple fait de le faire, pour le plaisir de montrer qu'on est égal à Macron ou bien on est égal à la France, se positionner en donneur de leçons. Mais je pense que le chef de l'État n'a pas donné de leçons parce qu'il est allé jusqu'à dire qu'il croit aux capacités du président Macron, qui est un homme d'État, un bon manager et qui va s'en sortir. Ouais. Je voudrais juste dire à mon vis-à-vis, à mon vis-à-vis, Julien Kitty, oui, que lorsque vous parlez, on regarde qui a parlé. Qui a parlé au sein de l'UEMOA, vous êtes 5e. C'est-à-dire... Ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire... Absolument rien dire. C'est pas le niveau vous avez parlé. Laissez-moi. On regarde d'abord la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire a parlé? Est-ce que le Sénégal a parlé? Est-ce que le Burkina Faso a parlé? Est-ce que le Mali a parlé? Actuellement, le Mali est en ballottage, donc on peut écouter le Bénin. Et donc, lorsque vous voulez parler, je dis oui, on regarde la prestance de celui qui veut parler. Lorsque Ouattara parle... Vous voulez parler du poids économique. Le poids de oui de Ouattara n'est pas le poids du oui de Patrice Talon. Ça, il faut pas... C'est pas parce que Patrice Talon a plus d'argent que Ouattara et qu'il va parler qu'on va le considérer. Non, on regarde le pays et on regarde économiquement parlant. On regarde aussi sur le plan de la défense. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Vous n'avez rien chez vous. Si ce n'est pas seulement les chasseurs que vous pouvez chasser, on regarde votre niveau. Non, si nous voulons faire un débat, si nous voulons faire un débat, il y a des facteurs. Donc, lorsque vous voulez parler, lorsque vous êtes un État africain, il y a tout ça là qui pèse dans au niveau de la diplomatie. Donc, le Bénin qui parle aujourd'hui, c'est véritable. Et si je dis, c'est là il y a le wow. C'est là il y a l'événement dont on veut parler. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième sont là, mais c'est le 5e qui a levé son petit doigt pour écrire ce texte. Je dis, wow. C'est du sérieux, il y a du contenu. C'est ce que moi je suis en train d'expliquer. Mais quand on va revenir à la souveraineté de nos nations, écoutez, l'Afrique est très loin de la France. Et nous avons besoin encore de la France. C'est la France qui nous dit, vous avez tel nombre de billets à utiliser au cours de ce mois avant que nous l'utilisons. Ça, il faut pas qu'on l'oublie. Notre BCAO est arrimé. Notre BCAO est arrimé au Trésor français. Ça, il faut pas l'oublier. Voilà, ça reste des accords. Et je voudrais aussi dire qu'il y a l'accord de 1945 qui est encore là. Allez prendre cet accord nous allons poursuivre ce débat. Le colon est toujours là. Donc, nous n'allons pas oublier. C'est vrai, ce que le chef de l'État a fait, c'est du bon. Nous allons applaudir. Mais n'oubliez pas qu'il y a l'accord de 1945 qui reste et demeure. Qui nous reste attaché au pied. Ah oui. Et qui vous rappelle que vous êtes toujours sous servitude. Et ça, il faudra en sortir un jour. Nous allons passer maintenant au dernier sujet. Non, moi je ne. Julien Kitty, on va pas continuer parce que vous savez, nous n'avons plus le temps. C'est important. On va y revenir à d'autres occasions. Non, c'est important parce que il y a des choses. Le troisième sujet. Il y a des choses suffisamment graves qui ont été dites que je viens d'entendre. Comme quoi? Parce que pour une fois, j'ai vu Kazimi. Le poids économique. Non, attendez. Pour une fois, j'ai vu Kazimi aller totalement à leur sujet. Vous voyez ce qu'il vient de dire. Il faut tenir compte
du sujet sur lequel le président béninois se prononce. On vient de... Non, attendez. On veut voir qui parle. Non, on veut voir... On attend une voix. Non, on veut voir qui parle. Non, attendez. Ben On veut voir... Non, s'il vous plaît. Moi, je fonctionne pas objectif. Oui, allons-y. Et lorsque je viens pour faire analyse dans un débat, je veux non seulement informer, je veux partager mes points de vue, mais je veux impacter. D'accord. Monsieur Kazmik Pédior finit en produisant quel effet? En disant aux jeunes béninois qui l'écoutent, sache que ton histoire, tu es en servitude, tu n'as pas le droit de parler aux grands. C'est-à-dire, le jeune béninois, quand il va rencontrer le petit français, il aura ce complexe parce que lui demande au président béninois d'avoir ce complexe vis-à-vis du président français. C'est une question de pédagogie. Je ne pense pas que c'est ce qu'il dit. Non, c'est ce que l'effet que ça produit. C'est votre caricature. Non, c'est l'effet que ça produit. Maintenant, qu'est-ce que ça a à foutre, pour comparer Ouattara à Talon dans leur fonction de président? Qu'est-ce que ça a à foutre la fortune personnelle qu'ils ont? C'est leur sujet. D'accord. La fortune de Talon par rapport à Ouattara, les deux présidents, ça n'a rien à voir. Ça, par exemple, ce n'était pas nécessaire. Encore que, je ne sais pas qui entre Talon et Ouattara est plus riche personnellement. Parce que je ne sais pas détacher le président de l'opérateur économique. Non, moi je peux vous dire, c'est vous qui êtes malade des magazines, c'est vous qui êtes malade des magazines, non, c'est amical. Parce que l'autre chose aussi, moi quand je lis les magazines économiques, j'adore l'information économique. J'ai eu dans mon parcours. Vous ne voulez pas qu'on arrête ce débat. Non, mais attendez. Il y a un troisième sujet. Attendez, les facteurs qui sont évoqués. Donc, le président béninois doit voir, est-ce que dans l'espace UEMOA, aujourd'hui, là, en termes de crédibilité, tous les chiffres que vous avez avancés, là, c'est bien. Mais dans l'analyse politique, dans l'opinion africaine, en termes de crédibilité, Patrice Talon est mieux vu que Ouattara. Ouattara, aujourd'hui, et ça, je peux vous dire. Parce qu'il est richissime. Non, pas du tout. Pas du tout. Et là encore, vous confirmez leur sujet. Est-ce que Patrice Talon, le président, on l'écoute parce qu'il est richissime homme d'affaires? On parle de sujets politiques. C'est sur ça qu'il faut Maintenant, quand on va faire classement fort pour dire qui est plus riche, on veut le comparer au Dangote et autres là. Vous allez faire ce débat. Pour moi, on ne va pas, en faisant l'analyse politique, ramener tout à qui est plus riche que qui, tu as combien de milliards, et puis après, non. Bon, on va passer au dernier. Il peut arriver des sujets aujourd'hui où Assimi Goïta parle. Là, maintenant, je crois. Le Malien, et que ça va pas mieux. Je prends la responsabilité, monsieur. Vous allez devoir arrêter maintenant, puisque ce sujet-là, on l'a clos. Allez, on va finir maintenant sur le troisième sujet, et c'est, le remaniement ministériel qui a emporté, un protégé de... Oui, là, par contre, il faut qu'ils nous en disent. C'est sur ça, là, moi, je l'attends. Qu'ils nous disent, quelqu'un qui est ministre conseiller aux investissements, qu'est-ce qui peut, même si on n'est pas dans l'économie des dieux, qu'est-ce qui peut justifier qu'il soit limogé? Est-ce que, par exemple, relation avec son patron, Lionel Zinsou, qui il n'y a pas longtemps est rentré dans un avion. Le chroniqueur politique a changé de camp, il est devenu journaliste, pose d'autres questions. Allez-y, répondez. Vous savez, le chef de l'État, c'est ce que nous avons dit ici la dernière fois, le chef de l'État est le seul à savoir ce qui l'a motivé à limoger. Mais il n'a pas exprimé non plus. Il ne l'a pas exprimé et il serait difficile pour un journaliste, simple journaliste, chassé donc, un simple journaliste béninois que je suis, de pouvoir dire avec exactitude. Mais vous avez fouiné. Nous sommes en train de fouiner. C'est ce que recherche Julien Kitty. Oui, c'est ce qu'il recherche. Il reconnaît fouineur. Oui, il nous reconnaît fouineur. Ouais. Et je sais, par ici, depuis 2016, qu'il est un peu difficile, voire rare, de voir donc un tel acte. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette séparation? Une faute grave qui naît peut-être de plusieurs erreurs sur lesquels le chef de l'État a attiré son attention, ne veut donc pas se ressaisir. Vous savez, le chef de l'État, Patrice Talon, que vous le voulez ou pas, il restait, il demeure un homme d'affaires et il a donc... Des focus objectifs. Merci. Il a donc les relents, il a encore les gènes donc des affaires et c'est avec ça il dirige le pays. Et c'est la qualité ou rien. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc, lorsqu'il vous rappelle une fois votre attention, il attire votre attention sur un certain nombre de faits. La première fois, mais la deuxième fois, c'est mesdames et messieurs, bonjour et bonne soirée à vous. Et donc, il n'a pas voulu respecter, en fait, il est tombé plusieurs fois dans les mêmes erreurs. Il y a aussi que c'est un gouvernement de silence, c'est un gouvernement qui sait donc cacher les informations, qui parle très peu et certaines informations sont allées très vite, là où il ne fallait pas. Et ça a irrité certainement le chef. On ne saurait le dire. On ne saurait dire
que c'est ces raisons qui ont eu raison donc du ministre limogé. De toutes les façons, c'était des ministres très peu connus aussi au bataillon. Les actions. Non, ils étaient dans l'ombre, on va dire. Ils étaient dans l'ombre. C'était l'antichambre. Et ça, non seulement ils étaient dans l'ombre, mais ils pompaient aussi financièrement. Le trésor public pas donc tout ce qu'il faut pour leur fonction. Et donc moi je crois que c'était des ministères qu'il fallait faire phagocyter, qu'il fallait rattacher donc à d'autres pour donner plus de visibilité aux actions. Donc l'investissement aujourd'hui, je crois que on n'a pas forcément besoin d'un ministère spécialement pour ça. Lorsque vous avez quelqu'un comme Patrice Talon à la tête de l'État et vous avez un certain Romuald Ouattara aux affaires, au ministère de l'économie et des finances, et d'autres ministres, comme par exemple le ministre chargé de l'économie numérique, tous ces cadres peuvent aujourd'hui travailler pour donc drainer, et nous avons la diplomatie, ça faut pas l'oublier, nous avons la diplomatie qui travaille, donc forcément on n'en avait pas trop besoin. Alors est-ce que son patron sera content, sera heureux donc de cette décision? Est-ce qu'il a été contacté pour donc ce limogeage là? Franchement c'est difficile de parler parce que n'oubliez pas aussi lorsque vous avancez sur un terrain et passez temps ici sur ces sujets-là, vous vous cassez là-dedans. Le chef de l'État, certainement le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Humbedi, viendra nous donner plus de précisions sur les raisons de ce limogeage, ou carrément comme on sait le faire au Bénin. Nous allons attendre certainement RFI, parce que les informations que nous n'avons pas ici, sur le plan local, très souvent, c'est là-bas qu'on préfère les donner. Oui, c'est ce que vous voulez dire. C'est un mauvais comportement de nos dirigeants. Encore 2 minutes pour finir ce débat. Julien Kitty, très rapidement. Non, moi je pense que c'est le chef de l'État qui peut, peut-être par le biais de son porte-parole, nous expliquer de façon officielle les raisons qui ont sous-tendu une telle décision, parce que c'est quand même un ministre conseiller qui a été enlevé de son poste. Est-ce que c'est une mutation? Est-ce que c'est un limogeage? Il faut qu'on puisse nous le dire. C'est même une information auquel le public béninois a droit. C'est une question de droit. Et maintenant, bon, je sais pas si c'est suite à une faute lourde, mais je peux faire un peu de la supputation en me disant que moi, quand il a été désigné, d'abord ce poste n'existait pas. Donc ministre conseiller au palais de la présidence. Et j'ai été simplement rassuré par rapport à la pertinence de ce poste-là lorsque j'ai fait le lien avec celui qui est son mentor, Lionel Zinsou, pour qui il travaillait dans son institution bancaire. Et ça, pour des gens qui sont des spécialistes du montage financier, qui sont au chevet de beaucoup de pays, beaucoup d'institutions financières, beaucoup de projets. Donc il s'agit pas de simples banquiers. Il s'agit de gens qui peuvent réfléchir à aider le Bénin à capter beaucoup de financements, à sécuriser un certain nombre d'investissements. Peut-être qu'il a été recruté en griffe sur objectif. Peut-être qu'il y a des objectifs qui lui ont été assignés, qu'il devrait atteindre dans ce délai. Je crois qu'il est là, ça fait 1 an déjà. Bon, voilà. Et donc, on peut évaluer quelqu'un au bout de 6 mois, au bout d'1 an, par rapport aux résultats qu'on a fixés. S'il n'est pas à la performance voulue, au pourcentage voulu, si c'est écrit que, monsieur, si vous n'atteignez pas tel pourcentage, c'est qu'on se sépare et on fait autre chose ensemble, ça peut n'être que ça. Et ça peut-être que monsieur Aguemo lui-même ne s'en offusque pas là où il est tout de suite, parce que il a. Ça peut être aussi à sa demande. Voilà, il peut aussi demander que, au lieu qu'il présente ça comme une démission pour que les supputations aillent dans un autre sens, que il soit démissionné. Donc de ce point de vue, mais vu les relations qu'il y a aujourd'hui entre Lionel Zinsou et le président Patrice Talon, je me dis forcément on a besoin des explications venant du palais de la présidence, et je préfère m'en arrêter là pour le moment. D'ici la semaine prochaine, c'est sûr que on aura davantage de pistes. On va poser les questions à qui de droit, Wilfried Léon Humbedi, pourquoi pas, pour nous expliquer un peu à la fin d'un Conseil des ministres, peut-être celui de la semaine prochaine. Merci, chers accueillis à tous d'avoir été avec nous. C'était Point 7 de ce vendredi à vendredi prochain. Le Point 7.
Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h.